à tout le monde d'être là, de me recevoir ici à Clermont-Ferrand. Oui, donc Blaise Pascal, évidemment, beaucoup de gens connaissent, l'auteur des Pensées, des Provinciales pour ceux qui connaissent, même nos étudiants actuels connaissent Pascal en sciences de par la théorie des probabilités, en physique de par le vide, l'hydrostatique. On peut dire que c'est le savant omniscient avec Descartes, le savant français omniscient. Ce que l'on sait moins, c'est que sa probité, c'est-à-dire son honnêteté, a été lourdement attaquée et jusqu'à ce qu'il y ait peut-être ces reconstitutions, même si je vais être modeste sur ce que ça a apporté, eh bien, on en était resté là. Pascal est certes un génie, mais c'est quand même un sacré menteur. Et les principales attaques les plus virulentes ont été quand même en France, on peut dire, avec des articles, 3 articles de Félix Mathieu, qui n'a pas fait d'expérience, mais on peut dire a contredit la véracité de certaines expériences. Sinon, en effet, ça remonte à beaucoup plus tard dans le temps, puisque Pascal n'était plus de ce monde. Florian Périer avait publié à titre posthume 2 de ses traités, la théorie de la pesanteur de la Terre et l'équilibre des liqueurs, vers 1662, enfin j'ai les dates précises, peu de temps après, 1663, peu de temps après, en 1666, on a en effet Robert Boyle qui l'attaque, qui dit que la plupart de ses expériences sont des expériences de pensée. Voilà, donc ça remonte quand même très. Ça, on va faire un point là-dessus. Je ne dis pas que Pascal est. Je ne dis pas qu'il n'est pas malhonnête. C'est qu'il faut savoir lire Pascal, même ses écrits scientifiques. On peut discerner s'il parle d'une expérience de pensée ou s'il parle d'une vraie expérience qu'il a faite lui-même. Alors, le coup de théâtre, ça a été quand même en 1950, où le grand historien des sciences Alexandre Coiré refait dans le grand hall du Palais de la Découverte à Paris, je ne sais pas si vous avez déjà été, il y a un grand hall qui permet d'avoir justement une hauteur de plafond très importante. Donc il est entouré de grands historiens, philosophes des sciences, beaucoup de pascaliens également, et il refait en son honneur une expérience, on va voir laquelle, et là, consternation, ce qu'il voit n'est pas ce que dit Pascal. Donc, malheureusement, ça a été on va évidemment en parler, on ne peut pas, disons, nier ce qu'a fait un grand homme comme Pascal, ou un autre d'ailleurs, juste parce qu'on n'arrive pas à refaire son expérience. Je suis désolé, aussi grand que soit Alexandre Coiré, on ne peut pas juste se baser là-dessus. Toujours est-il qu'il est allé dans des congrès après, et il a défendu cette idée, où il y avait d'ailleurs Feu Jean Ménard, justement, j'avais parlé ça avec lui, il était présent au congrès de Royaumont, et il a entendu Alexandre Coiré qui disait « Pascal n'a jamais fait cette expérience ». Donc il était catégorique, et de par le poids d'Alexandre Coiré, voilà, c'est... Et il y a une surenchère après avec une japonaise, Kimio Koyonagi, c'est vrai qui a fait un bon travail, hein, ceci dit, même si évidemment on n'est pas arrivé au même résultat, qui s'est un peu, à mon goût, mais je ne sais pas pourquoi, mais acharnée quand même contre Blaise Pascal. Elle voulait quand même, voilà, elle voulait, j'ai l'impression, pas le démolir, désolé d'être un peu, mais donc on en était resté là, ça c'était en 1980. Personnellement, j'avais fait une thèse en philosophie sur le concept de vide à la Sorbonne, et j'avais balayé 2500 ans d'histoire, et je m'étais arrêté sur Blaise Pascal. Pourquoi? Je ne voyais pas Blaise Pascal à 23 ans, alors qu'il avait beaucoup d'opposants, les aristotéliciens, les jésuites, les gens qui étaient jaloux aussi de son génie à 23 ans, proférer un tel mensonge sur certaines expériences, dire qu'il a fait quelque chose alors qu'il ne l'a pas fait. Je suis parti de cette simple idée, mais après ça a été beaucoup de travail, comme on va voir. Donc du coup, j'arrive au vif du sujet. Eh bien, oui, la vérité n'est pas forcément là où on la soupçonne. Donc on va partir bien sûr des polémiques. Je vais vous présenter 3 reconstitutions. À vrai dire, je n'en ai pas fait plus parce que qui dit reconstitution, eh bien, il faut que ce soit bien fait. C'est un peu, je ne sais pas, comme en criminologie, on ne peut pas condamner quelqu'un si la reconstitution du crime a été mal faite. C'est un peu pareil, je veux dire, faire une expérience, il faut quand même beaucoup s'investir. Donc on va commencer par
quelques dates quand même, parce que moi, je ne sais pas si vous êtes vraiment familiarisé avec tout ça, peut-être pas autant que les spécialistes qui sont là. Donc, pour la partie physique, bien sûr. Donc, en 1646, Blaise Pascal et son père Étienne se trouvent à Rouen, et ils ont la visite d'un dénommé Pierre Petit, qui leur apprend qu'en Italie a été réalisée une expérience. Alors, ils ne savent pas que c'est par Torricelli a priori, mais l'expérience barométrique, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. En fait, un baromètre, tout le monde conçoit plus ou moins ce que c'est. L'expérience barométrique, le mérite de Torricelli, c'est d'avoir pris du mercure plutôt que de l'eau pour faire une expérience, le mercure étant 13,6 fois plus lourd que l'eau. Torricelli, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris par exemple un tube de 80 cm, assez épais, en verre. Il l'a rempli à ras-bord de mercure, donc le tube c'est comme un tube à essai, voilà. Il a rempli de mercure, donc le mercure c'est lourd, donc il faut que le verre soit suffisamment épais. Il l'a bouché, il l'a retourné, il a libéré ce qui obstruait son extrémité inférieure, et il a vu le mercure baisser et se stabiliser. C'est l'expérience de Torricelli. Torricelli, à l'époque, était intéressé par faire une sorte de thermomètre ou l'équivalent. Le vide ne l'intéressait pas plus que ça, à vrai dire. Mais c'est ce qui va intéresser Blaise Pascal. Pourquoi? Parce que le tube était plein, d'accord, au début. Il voit un espace qui se libère, qui devient vide. Alors c'est ce qui va passionner Pascal et tout le monde à l'époque. C'est un peu comme aujourd'hui la découverte du boson de Higgs. Il faut savoir que ça faisait 2500 ans d'histoire que depuis Aristote, le vide était nié dans l'histoire des sciences. C'est comme si quelqu'un vous montre expérimentalement, à chaque fois, regardez, moi je crée du vide. Voilà. Donc Pascal apprend cette expérience faite avec du mercure. Il arrive à la reproduire, ce qui n'était pas évident. Il y avait eu des échecs. Je me demande si Mersenne l'avait apprise avant lui. Mersenne, c'est un autre savant français. Et il n'avait pas réussi parce qu'il faut prendre un tube en verre avec des parois assez épaisses. À Rouen, il y avait la meilleure verrerie du royaume. Il y avait d'excellents verriers. Pascal sait tirer profit des artisans du monde qui l'entoure. Et donc, évidemment, il réussit cette expérience. Évidemment, parce que justement, il a mis toutes les chances de se compter pour y arriver. Du coup, je pense que Pascal s'est passionné. Donc là, il avait 23 ans, il est tout jeune, parce qu'il a mis le doigt sur ce qui lui permettait justement de contrebalancer le débat sur le vide, les atomes, l'atomisme, l'aristotélisme. Alors il faut savoir que Pascal, son père ne voulait pas qu'il aille, disons, dans suivre un enseignement classique comme les autres, parce que lui-même considérait que c'était dépassé, c'était trop aristotélicien. Donc il a été élevé dans cet état d'esprit. Le jeune Pascal, il voit là l'occasion de montrer, regardez, le vide est possible, donc ça remet en question toute la physique aristotélicienne. C'était énorme et cartésienne en plus. Donc, en janvier-février 1647, alors comment on sait que c'est en janvier-février 1647? C'est par l'ami de Pascal, Robert Val, qui dans une de ses lettres le dit à M. Desnoyers. Donc il dit, ça c'est très important, que Pascal a fait des expériences, pas seulement avec du mercure, mais avec différents fluides, de l'eau, du vin, de l'huile, tout ça pour montrer que le vide n'était pas lié au mercure, vous voyez, mais on pouvait le faire avec d'autres fluides. C'était ça son objectif. On va y revenir. Donc il fait 8 expériences au total qui vont être consignées, alors c'est un peu plus bas, dans oui, ça va passer juste en dessous. En octobre 1647, il va faire paraître les expériences nouvelles touchant le vide. Voilà, bon, là j'ai dit beaucoup de choses, mais suivi d'une polémique avec un des jésuites, Étienne Noël, justement. Pour faire cette reconstitution sans la première narration sur le vide de Robert Val, je pense que j'aurais eu du mal, j'avoue. On va y revenir, parce que Pascal a un style très épuré. Il écrit en science comme il écrit, c'est son style littéraire. Il va en fait mettre quelques détails, mais juste ce qu'il faut. Et encore, pour la première expérience, je pense qu'avec ce qu'il dit, on peut difficilement retrouver les mêmes résultats. Donc c'est grâce à Robert Val qu'on
peut faire une reconstitution assez fidèle. Sinon, les d'autres dates, après on a en novembre 1647, Pascal va aller plus loin, il demande à Perrier de faire l'expérience du Puy-de-Dôme, donc, qui est faite en seulement septembre 1648, parce que Perrier, son beau-frère, a d'autres choses à faire également, je ne sais plus où il est à ce moment-là. Il va par contre la faire, il y a une polémique à ce sujet-là, mais là ça serait une autre histoire, elle aurait été faite 2 fois. Selon, il y a un livre qui est paru là-dessus. Et en novembre 1663, oui, voilà, c'est 63, publication à titre posthume par Perrier des traités de l'équilibre des liqueurs et la pesanteur de la masse de l'air. Voilà, c'est un petit résumé des dates importantes pour ce que l'on va voir. Alors la polémique autour de Pascal expérimentateur est ancienne, c'est ce que l'on a dit, hein, Robert Boyle, donc le savant anglais, au XVIIe siècle, en 1666, c'est-à-dire 3 ans après la publication des 2 traités de Pascal, il est attaqué, d'une façon très virulente par Robert Boyle. Plus tardivement en France, Félix Mathieu, il publie 3 articles dans la revue qui s'appelle La Revue de Paris, où lui aussi est très virulent. Alexandre Coiré, alors j'ai apporté plus de poids parce que, vu l'importance d'Alexandre Coiré en histoire des sciences, en 1950, donc comme je vous l'ai dit au Palais de la Découverte, et Kimio Koyanagi. Donc là, c'est les principaux opposants. Alors on va commencer par la première expérience que j'ai faite, expérience des liqueurs, des liquides. Là j'ai mis liquide parce que j'ai pas voulu qu'il y ait de confusion avec le traité des liqueurs qui vient après, mais sinon c'est en effet à l'époque on appelait ça plutôt des liqueurs, et ça a été en 2010, vous voyez, donc ça remonte un petit peu. Donc je vous présente déjà la polémique, très schématiquement. Alors, descriptif de cette expérience. Alors, Pascal, dans son opuscule, parle de 8 expériences. Je vous parle de 2 de ces expériences qui sont finalement les plus spectaculaires, les plus difficiles à mettre en œuvre, faites à Rouen. Alors ça, ce qui est très important, c'est dans la cour de la verrerie, donc c'est-à-dire à l'extérieur, durant l'hiver. Donc Pascal dit... Alors, je confonds Pascal et Roberval, c'est pas je confonds, mais je vais lier les deux parce que Roberval va donner plus de détails sur ce qu'a fait Pascal avant l'expérience et après. Donc sinon ils sont d'accord sur la longueur des tubes utilisés, 46 pieds, donc ça fait à peu près 15 mètres, donc remplis d'eau et de vin. Alors ça c'est Roberval qui dit. Roberval dit que Blaise Pascal ayant beaucoup d'opposants, c'est comme s'il avait lancé un défi à tous les notables rouennais, à tous ses opposants, et dans la cour de la verrerie de Rouen, il aurait pris 2 tubes. Alors imaginez 2 tubes qui font 15 mètres, voilà, vous prenez 2 tubes, il faut réussir à les remplir d'eau pour l'un, et l'autre de vin, sans qu'il y ait d'air à l'intérieur, ce qui n'est pas évident, donc il faut trouver un protocole, mais bon... Si j'y suis arrivé, j'imagine que Blaise Pascal a dû y arriver encore plus facilement. Sinon, je pourrais vous expliquer comment j'ai fait. Donc, il ne faut pas qu'il y ait d'air dedans, ou en tout cas à l'œil nu, puisqu'il peut toujours y avoir des micro-bulles d'air. Donc, les 2 tubes sont bouchés initialement. Après, il faut réussir à les dresser à la verticale. D'accord, donc il faut savoir que Pascal à Rouen, déjà Rouen, il y avait des marins, il y avait des mâts, il y avait de la main-d'œuvre. Son père avait un poste important, donc il avait les moyens financiers pour monter de telles expériences. Et il avait la verrerie de Rouen, justement, pour pouvoir associer des tubes. Alexandre Coiré a dit, mais ce n'était pas possible à l'époque de faire des tubes en verre de 15 mètres. Mais rien n'est... Cet argument a été démonté par, je ne sais plus, un chercheur de Rouen, justement, qui disait, oui, mais les verriers peuvent très bien souder des tubes qui font, par exemple, 2,50 m, vous voyez, et faire finalement un tube long de 15 mètres. À vrai dire, je pense que pour Blaise Pascal, ça ne devait pas être trop compliqué. Donc les 2 tubes, initialement, sont bouchés. Et, donc, ils sont dressés à la verticale, comme ça figure ici, et pour l'instant ils sont bouchés, et le tube contenant du vin plonge dans un récipient contenant du vin, pareil pour celui contenant l'eau. Pour l'instant, bon, il ne se passe rien. Pourquoi j'aurais eu du mal à faire cette expérience sans Roberval?
Pascal, dans son écrit, dit simplement avoir utilisé du vin bien rouge. C'est vague, du vin bien rouge. Néanmoins, j'ai fait des recherches à l'époque. Il faut savoir que les cépages à l'époque n'étaient pas absolument les mêmes qu'aujourd'hui. À l'époque, il y avait encore aujourd'hui d'ailleurs, le vin de Cahors. J'ai pensé au vin de Cahors parce que ça s'appelait le black wine. Il était très foncé. Le Bordeaux, c'était du clairé, donc c'était plus, un peu plus clair. Mais bon, on va voir. Mais sinon, après, il y a un autre paramètre qui est la densité du vin. Et on va voir justement, c'est là où il y a quelque chose quand même qui est un peu surprenant. Toujours est-il, c'est que Pascal, dans son écrit, parle seulement de vin, il ne parle pas d'eau, dans les expériences nouvelles touchant la vie. Il dit il parle du vin et il parle de l'eau dans un autre traité qui est le traité de l'équilibre des liqueurs. Donc il ne dit pas qu'il a fait conjointement l'expérience avec de l'eau et du vin, c'est Roberval qui relate ça, ce défi qu'a lancé Pascal au notable rouennais. Donc là on en est au cas où les tubes ils sont dressés, on peut les imaginer accrochés à un mât, tout simplement, ou contre un immeuble qui monterait assez haut, je ne sais pas, ça ne paraît pas très compliqué. Que se passe-t-il si on... Alors là, c'est bouché en haut. En haut, si vous voulez, bien sûr, il faut que ça reste bouché, sinon tout descend. Et c'est débouché, voilà, il faut vraiment plonger la main, il faut déboucher l'extrémité inférieure. Alors, c'est là où Pascal aurait lancé le défi à ses opposants à Rouen. Ce que disent Pascal et Roberval, c'est que, en tout cas, ce que leur relate Roberval, puisque Pascal il parle juste de la hauteur de vin. Donc pourquoi le vin? En fait, c'est un baromètre géant fait avec de l'eau. Vous voyez, Torricelli faisait la même expérience, mais avec du mercure. Mais comme le mercure est beaucoup plus lourd, il faut une hauteur beaucoup moindre de mercure. Alors pour ceux qui ne sont peut-être pas trop familiarisés avec l'expérience déjà du baromètre, pourquoi les liquides descendent et s'arrêtent de descendre? Eh bien, c'est de l'hydrostatique, c'est-à-dire à la surface des liquides, dans les récipients, appuie la pression atmosphérique. D'accord? Et cette pression est équilibrée par la pression du liquide dans le tube, tout simplement. Et de ce fait, au-dessus des deux tubes, vous voyez, là où il y avait soit de l'eau ou du vin, apparemment, il n'y a plus rien. Vous voyez, c'est ça qui intéresse Pascal. Pour lui, eh bien, est-ce que c'est du vide? On va voir justement sa démarche qui est extraordinaire. Revenons quand même à cette expérience. Donc Pascal dit que le vin doit se stabiliser à une hauteur plus haute d'un pied, 32 cm à peu près, que l'eau, ce que j'ai représenté ici. Les notables rouennais, selon Roberval, lui auraient dit non, parce que le vin contient davantage d'esprits. Donc les esprits, c'était les vapeurs. Tout le monde, si on respire un verre d'alcool ou de vin, on sent plus de choses que si, a priori, il n'y a qu'un verre d'eau. Donc pour ces opposants, ils n'ont pas totalement tort. Au-dessus du vin, il y aurait ces esprits, ces vapeurs de vin, qui exerceraient également, qui appuieraient. Et donc, au contraire, le vin devrait se stabiliser plus bas que l'eau. Je ne sais plus s'il donne mais en tout cas, il devrait être plus haut. Pascal leur dit non. Il leur dit non. Le vin, ça se stabilisait plus haut. Pascal, donc Roberval relate qu'il a fait l'expérience dans la cour de la Verrerie de Rouen et il leur a démonté, il m'a regardé. Voilà. Bon, on va voir justement ce que ça donne si on fait vraiment l'expérience. Alors, déjà, quelques précisions, parce que les hauteurs indiquées par Pascal et par Roberval sont à peu près les mêmes, sauf que Pascal ne les donne pas dans le même texte. Donc, Roberval, lui, c'est dans une lettre qu'il écrit à un de ses amis, on va dire, 31 pieds, 1/9 pour l'eau. Donc là, je parle comme plus qu'à l'époque en pieds. Et 31 pieds, 2/3 pour le vin. Donc, évidemment, il y a un peu plus de hauteur pour le vin. Roberval dit que Pascal, ça c'est important, avant de faire l'expérience, a fait des calculs chez lui. Et il a prédit quelles allaient être les deux hauteurs. Ça, Pascal n'en parle pas, hein, il dit juste, voilà ce qu'il dit Pascal, dans le traité des expériences nouvelles touchant le vide, il dit utiliser du vin bien rouge, c'est tout,
et qu'il va se stabiliser à une hauteur de 32 pieds. Dans un autre traité, le traité de la pesanteur de la masse de l'air, qui intervient plus tard dans ses publications, à titre posthume d'ailleurs, il donne 31 pieds pour l'eau. Alors déjà là, on peut voir Pascal, il a conscience qu'on ne peut pas être trop précis. Et même aujourd'hui, moi, mes étudiants, quand ils mettent 10 décimales derrière la virgule, je leur dis est-ce que vous avez une telle précision? On voit que là, c'est des calculs théoriques qu'il a dû faire, 31 pieds 1/9, 31 pieds 2/3, qui sont relatés par Roberval. Expérimentalement, il arrondit 32 pieds pour le vin, 31 pieds pour l'eau. Ça, c'est tout à fait Pascal, en fait. Il a conscience qu'il y a des incertitudes. Il ne prétend pas, justement, donner avec une vraie précision. Ça, c'est aussi un de ses traits de caractère en tant que scientifique. Voilà, ça, c'est ce qui était dans les textes. Alors, les origines de la polémique, donc on en a parlé. Alors, pourquoi? Au Palais des Découvertes. Donc, ils refont l'expérience seulement avec de l'eau. Ils remplissent un tube avec de l'eau, ils le dressent à la verticale, et là, l'eau se met à bouillir. Donc ils voient une sorte de... Pour eux c'est un bouillonnement. Ils voient des grosses bulles qui se créent, on va voir pourquoi après. Or, Pascal n'en parle pas. Dans ses textes, il ne parle pas de bouillonnement. Alexandre Corré en déduit, Pascal n'a pas parlé de ce bouillonnement, on va voir à quoi est dû ce qu'ils appellent ce bouillonnement. Pascal ne parle pas de ce bouillonnement, donc il n'a pas fait l'expérience. Car selon lui, il ne pouvait que le voir. C'est un peu rapide, évidemment, mais bon, surtout qu'on peut être historien des sciences, mais bon, il faut aussi peut-être une formation assez scientifique, je pense, derrière. Hein. On ne peut pas s'improviser comme si moi, je ne vais pas m'improviser de Pascal sur les provinciales ou autres. Voilà, il faut quand même avoir beaucoup de compétences et sensibilité également dans ce domaine. Donc voilà, c'est parti de là. Après, au Japon, donc Kimio Konadi, elle mérite de le faire avec le vin et l'eau. Et là, elle montre que le vin va se stabiliser plus bas que l'eau et va avoir également un phénomène de bouillonnement dans les deux liquides. Donc là, ça allait dans le sens justement des opposants de Blaise Pascal, où le vin devait être... en tout cas, ça ne va pas dans le sens de ce qu'écrivait Roberval, ni Blaise Pascal qui ne parle pas de ce bouillonnement. Moi, j'étais persuadé qu'il avait fait, comme je vous l'ai expliqué, je ne le voyais pas mentir, surtout voilà, à 23 ans, de partout, dire qu'il avait fait ces expériences alors qu'il ne les avait pas faites. Donc je me suis lancé là-dedans, une fois que j'avais fini ma thèse. Mais ça n'a pas été simple. Il ne faut pas croire qu'il suffit de mettre de l'eau et du vin, c'est peut-être ce que j'ai pas cru, mais Pascal me disait juste utiliser du vin bien rouge. Là, j'étais embêté. Je veux dire, quel vin utiliser? Les vins de l'époque n'étaient pas les vins d'aujourd'hui. Surtout les techniques de filtration du vin que l'on a aujourd'hui, à l'époque, elles étaient moins bonnes, on s'en doute, évidemment. Donc, j'étais perdu. Donc, du coup, comme les autres, finalement, j'ai fait... Là, je vais vous parler de celle où, justement, j'ai retrouvé pour la première fois ce que dit Roberval. Mais sinon, j'ai fait un premier essai en décembre 2009. Et je ne savais pas quoi mettre dedans. Donc j'ai fait l'expérience. Donc là, je n'en suis pas encore là. C'est l'expérience d'avant pour vous dire que c'est pas si simple. On met de l'eau, on met de le vin, on veille à ce qu'il n'y ait pas de bulles dedans. Déjà, c'est la première des choses, évidemment. On met les tubes à la verticale. Et là, consternation, j'ai vu en effet l'eau bouillir. Alors pourquoi ça bout, on va voir pourquoi. Le vin, pareil. Et pour finir, comme Kimio Koyanagi, le vin se stabilisait en dessous de l'eau. Et alors pourquoi ça bout? En fait, tout simplement, si vous prenez par exemple de l'eau du robinet, hein, il est rempli de gaz dissous. Ou tout simplement, quand vous faites chauffer de l'eau sur une plaque, au début, vous voyez des petites bulles qui montent. En fait, ce sont les gaz dissous, d'accord? Et après, il y a un véritable phénomène de bouillonnement. Donc, les tubes étant grands, il y a, si vous prenez par exemple de l'eau du robinet ou même de l'eau en bouteille, eh bien, ces petites bulles d'air ou de gaz dissous, on ne les voit pas, mais plus elles vont monter dans le tube, plus ces bulles vont grossir. Alors je pourrais rentrer dans les détails, mais c'est physique, parce que plus on monte dans le tube, s'il y a des physiciens, la pression est plus faible, vous voyez, donc forcément, la bulle, qui est indiscernable au début, à 1 mètre, 2 mètres, elle grossit, et déjà 5-6 mètres, elle est très visible, vous voyez.
Donc, en fait, il ne faut pas utiliser du... Alors, comment j'ai réussi? Donc là, j'ai douté après la première reconstitution. J'avoue, j'y pensais tout le temps. Je me dis, mais j'ai douté de Blaise Pascal. Donc, je me suis dit, bon, bah, voilà, je trouve comme les autres. Mais néanmoins, je me suis accroché. Et même si c'est une expérience qui va avoir le mérite à la fin, c'est quand même les textes. Au début, les chiffres que donne Robert Val, j'ai fait un calcul inverse, c'est-à-dire connaissant les hauteurs d'eau et de vin qu'indiquait Pascal théoriquement, j'ai retrouvé la densité du vin utilisé par Pascal. C'est ça, c'est l'élément le plus important. 0,982. Alors au début, moi je ne suis pas spécialiste du vin. À vrai dire, ça ne me parlait pas plus que ça. Je sais que le vin, il y a de l'alcool. L'alcool, c'est plus léger que l'eau. Donc je me suis dit, c'est normal que ce soit plus léger. Mais pas autant. Il faut savoir qu'un vin actuel, donc déjà plus filtré qu'à l'époque, un vin a une densité comprise entre, je crois l'avoir mis ici, non, plus loin, entre 0,990 et 0,994. Mais au début, ça m'a pas, j'avoue, ça m'a pas, voilà, je me suis dit, bon, c'est seulement après l'échec, je me suis dit, mais quand même si je ne sais pas pourquoi il a pris cette densité, il faut que j'ai un vin ayant la même densité, vous voyez? Et donc, ne l'ayant pas, je l'ai fabriqué, c'est-à-dire que j'ai pris du vin, j'ai pris de l'alcool, et j'ai fait mon petit mélange. Et je pense que Pascal a peut-être fait la même chose, justement, après. Ça peut dévoiler un trait de sa personnalité également. Et avec ce qu'on appelle un densimètre, j'ai mesuré 0,982. Après, j'ai pris... oui, voilà, donc c'est ici. Donc, en fait, il y a 3 paramètres. Pour pouvoir retrouver ce que dit Pascal, il ne faut pas oublier qu'il a fait cette expérience en hiver, à l'extérieur. En hiver à l'extérieur, la température ne dépasse pas 10 degrés Celsius. On est d'accord. C'est rare, sinon il faut vraiment qu'il fasse très chaud. Pour moi, c'est un paramètre important. Après, le plus important, c'est la densité du vin. Il fallait se débrouiller, on va voir pourquoi après, mais en tout cas, prendre la même densité que lui. Et, troisième phénomène pour éviter le bouillonnement, eh bien, à l'époque, le vin était contenu en tonneaux. Certes, la bouteille a été inventée à peu près dans cette époque, mais elle était très peu utilisée. Le vin était en tonneaux, il avait voyagé, etc. Bref, il était aéré, donc les gaz le gaz carbonique qui viennent de justement sa fermentation avaient eu le temps de s'échapper. Donc j'ai simulé ça, en fait. J'ai pas triché, j'ai pas cherché à enlever par un autre moyen. J'ai fait comme à l'époque. Et l'eau, c'est pareil. En fait, il faut prendre soit de l'eau d'un puits ou de l'eau de source, mais il ne faut pas prendre de l'eau qui a été contenue en bouteille. Ou sinon, voilà, il faut faire comme si elle avait voyagé. Donc j'ai fait ça. J'avais toujours tout un tas d'étudiants avec moi parce que les jeunes se passionnaient pour ça. Voilà, donc nous voilà. Là, on peut voir qu'on était bien en hiver, dans la neige. Et voilà, c'était super parce qu'il y a même une étudiante, ils étaient 6. Hein. Il y avait une étudiante qui était malade ce jour-là. Et elle voulait absolument être là à la deuxième reconstitution. Donc là, on a fabriqué notre dispositif qui fait 15 mètres avec l'eau et le vin sur un rail en aluminium. Bon, c'est pas très beau, mais bon, on va voir que ça marche. Sur Pascal, il avait d'autres moyens, des tubes en verre, des mâts, etc. Mais donc, on va mettre ce dispositif à la verticale. Bon, là, j'ai tassé l'image, mais sinon, ça monte très haut. Et là, voilà, c'est la première image depuis Blaise Pascal. Ça n'avait jamais été fait avant. Bon, c'est l'image d'hommage, il y a la corde, etc. C'est pas beau, mais sinon, ce qui est beau, c'est que justement, on retrouve un pied de différence entre le vin et l'eau. En fait, si on suit vraiment comme à l'époque, comme a fait Pascal, sachant qu'une reconstitution ne sera jamais parfaite, on est d'accord, mais il faut que les paramètres essentiels soient là. Sinon, c'est sûr que après, il y a d'autres paramètres qui sont secondaires, mais si on tient compte des 3 paramètres dont j'ai parlé, eh bien, en effet, on a un pied. Comme disait Blaise Pascal, 32 cm avec le vin. Le bouillonnement n'est pas visible. Voilà, je suis allé très loin, j'avais même muni des étudiants de lunettes du grossissement qui était disponible à l'époque pour voir s'ils pouvaient voir un bouillonnement. En fait, on ne pouvait rien voir. Donc voilà. Donc c'était la première reconstitution qui montre que
Si on refaisait comme à l'époque, eh bien, on retrouve ce que disaient Roberval et Pascal. Donc là, c'est la seule reconstitution qui a été faite. Donc voilà, ce qui montre que si on reprend les mêmes conditions expérimentales de l'époque, on peut retrouver ce que dit Blaise Pascal et Roberval. Après, ça démontre tous les arguments d'Alexandre Koyré et Kimio Koyonagi. On peut éviter le bouillonnement. Évidemment, il ne faut pas prendre de l'eau du robinet, il ne faut pas prendre du vin contenu en bouteille parce qu'ils sont bourrés de gaz dissous ou de gaz carbonique et ils vont se mettre à mousser. Mais à l'époque, ce n'était pas le cas. La température joue aussi un petit peu et on voit en effet le vin qui se stabilise à une hauteur plus haute que celle de l'eau. Voilà, donc là j'étais évidemment très content. Du coup, j'ai continué. Alors pourquoi? Pourquoi j'ai continué aussi? C'est grâce à Dominique Descotte. Je lui rends hommage parce que il y a France 3 pour l'émission Incroyable Expérience qui l'ont contacté et ils étaient intéressés par refaire une expérience qui s'appelle le tonneau de Pascal, le crève-tonneau de Pascal. Les enseignants de physique la font, même s'ils ne savent pas tout, mais ils la font encore, c'est encore dans les livres d'aujourd'hui. Et Dominique Descotte a eu la gentillesse de les orienter vers moi parce que j'avais fait cette expérience. À vrai dire, je ne m'y étais même pas intéressé. Pourquoi? Parce que Blaise Pascal ne parle pas de cette expérience et du crève-tonneau de Pascal que l'on va voir. Du coup, forcément, moi, je m'intéressais aux expériences dont il parlait. Et je demande à Dominique Descotte, est-ce que vous avez des traces? Parce que moi, ça me faisait gagner du temps de par sa culture. Est-ce que ses contemporains, etc., parlent de cette expérience? Et je me rappelle de sa phrase, il m'avait dit, vous ne trouverez rien. Donc ça mettait du piment en même temps. Donc eux, France 3, évidemment, avaient d'autres intérêts. C'est le spectacle, mais moi, ça ne me gênait pas. Et ce qu'ils voulaient, c'est voir un tonneau éclater en mettant très peu d'eau. Pourquoi pas? Donc du coup, je me suis lancé dans cette nouvelle aventure, c'était passionnant également, même si je savais que si ça ne marchait pas, l'honneur de Pascal était sauf puisqu'il n'en parle pas de cette expérience. Donc j'ai fait une recherche épistémologique sur les textes et en même temps expérimentale puisque c'est eux qui me payaient tous les tonneaux, etc. Donc j'en ai profité. Et je l'ai faite 2 fois, puisqu'après, j'ai France 5 qui m'a contacté pour On n'est pas que des cobayes, donc je l'ai faite pour 2 émissions. Alors, voilà. Ah oui, du coup, j'ai sauté un petit peu. Oui, bon, ça, on l'a. Oui, désolé. Avant de parler du crève-tonneau, je voulais rebondir sur une dernière petite chose sur l'expérience précédente. Donc ça, là, je l'ai dit déjà. Une question qui est intéressante quand même. En plus, c'est que Pascal a utilisé un vin, on a dit, de densité 0,982. Moi, je me suis posé la question, je me suis renseigné sur les vins, justement. Ces vins, il y a le Xérès, en fait. À l'époque, il était connu, le Porto, le Xérès, on mettait de l'alcool pour que le vin soit plus conservé, pour conserver le vin et qu'il ait un goût un peu plus agréable, parce que des fois, ce n'était pas du vin très terrible, mais c'était surtout pour des soucis de conservation. Mais il faut savoir que le Porto, si on le pèse, désolé pour l'avoir, eh bien, sa densité va être plus lourde que l'eau, parce qu'il contient beaucoup de sucre. Vous voyez, c'est pas évident. Et pourquoi Pascal a utilisé ce vin? Alors c'est ça qui est intéressant à ce moment-là. Parce que je me suis mis à la place de Blaise Pascal. On est obligé de se mettre à sa place, parce que sinon, on ne peut pas, il faut le vivre un petit peu. Et Pascal, faut savoir que ses opposants lui disaient que parce qu'il y avait plus d'esprit, plus de vapeur, le vin va aller se stabiliser plus bas. On est d'accord? Lui, ça c'est ma thèse, on va dire, c'est ce que je pense. Au début, je ne le voyais pas faire ça, mais plus ça va avec le temps, il est possible que dans la cave de son père, qui devait être bien fournie, eh bien il a dit, écoutez, je vais rajouter de l'alcool. Puisqu'il y a plus d'esprit, il doit se stabiliser plus bas, parce que lui, il savait qu'à ce moment-là, le vin allait avoir une densité plus faible. Vous voyez, il ne parlait pas en densité, mais il parlait en... J'ai mis une formule qui pouvait être valable à l'époque. Il est possible que Pascal ait fait ça. Est-ce qu'il a triché? Non. Il allait dans le sens de ses opposants. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ça peut relever un aspect de son caractère, si vous voulez. Vous voyez? Il se donne les moyens de réussir.
C'est ça qui est intéressant. Désolé, j'avais oublié qu'il y avait. Donc du coup, je passe à la deuxième expérience. Alors déjà, on va relater ce que c'est cette expérience. Le crève-tonneau de Blaise Pascal. Alors tous les savants, les étudiants en physique, normalement, ont entendu parler de cette expérience par leur enseignant de physique. Donc c'est une expérience qui est comme importante. C'est pour ça c'est important de faire le point dessus. Alors en quoi consiste cette expérience? Désolé. Pourquoi la thèse du mythe? Donc pour moi c'est un mythe. On va faire une petite étude épistémologique des textes de l'époque, les reconstitutions de cette expérience, et on va conclure. Donc l'expérience du crève-tonneau, qui est très intéressante en soi, vous prenez un tonneau, donc là c'est une figure qui est dans un manuel de physique de 1868 au 19e siècle. C'était une expérience qui était reprise abondamment dans tous les, même aujourd'hui, dans les manuels de physique. Donc, pardon. Vous prenez donc un tonneau qui doit être rempli d'eau ou de vin, comme on le souhaite, et tous ces textes disent que Pascal aurait greffé un long tube d'une dizaine de mètres, par exemple large d'1 centimètre, alors les témoignages sont un peu variables, et en prenant une échelle à la française, il aurait rempli finalement avec peu d'eau, parce que le tube est fin, quelques litres d'eau, alors eux ils disent quelques gouttes parfois, mais ça ce n'est pas possible, disons quelques litres d'eau. Si vous avez une barrique de 235 litres, par exemple une barrique de Bordeaux, vous mettez 1 ou 2 litres, eh bien les textes disent soit il fuit, soit il éclate. Voilà, les douelles, c'est ce qui fait les parois du tonneau, se cassent, etc. Donc il y a les deux versions. Mais Pascal n'en parle pas. C'est ça l'expérience du crève-tonneau. Alors pourquoi la thèse du mythe? Alors Pascal, comme le dit Dominique Descottes, Pascal n'évoque pas cette expérience, on peut évidemment le vérifier, ce que j'ai fait dans ses traités. Et par contre, il figure tous les éléments permettant de l'envisager. Hein. Ça, c'est clair que c'est la contribution de Pascal, mais c'est étrange que Pascal n'en parle pas, parce qu'elle est quand même spectaculaire, cette expérience. Il aimait bien ce qui est spectaculaire, la preuve, les expériences. Pourquoi il ne parlerait pas de cette expérience, s'il l'avait faite? Donc pourquoi? En 1666, comme on l'a dit, Robert Boyle l'attaque sur la véracité de ces expériences, on pourra y revenir, mais pas celle-ci, il n'en parle pas non plus. C'est quand même bizarre. Alors, pourquoi Pascal aurait-il passé sous silence une si spectaculaire expérience, et pourquoi il n'y a pas eu, a priori, on va voir, de réaction de son époque? Donc là, c'est l'approche épistémologique. Donc j'ai fait une recherche en me rapprochant le plus de Blaise Pascal, et j'ai eu la chance, j'étais très content, de trouver un texte qui date seulement de 1675, donc à peu près contemporain, on va dire. 1663, ces deux traités sont publiés par Perrier. Une quinzaine d'années après, on a un dénommé Jean Hautefeuille qui publie cette explication de l'effet des trompettes parlantes, et où il écrit « C'est cette célèbre expérience de M. Pascal qui a étonné tout le monde. » Je me suis dit « Ah !» Et qui a fait même douter les savants s'il l'avait mise en exécution. Jusque-là, je me dis « Bon, il y a un témoignage quand même de l'époque, a priori. » Sauf qu'après, ce n'est pas si évident. Donc là, j'ai mis un peu tout le texte, hein, vous n'êtes pas obligé de tout lire. Donc j'ai mis quelques passages de ce texte où il évoque la proposition de Blaise Pascal. Donc là, c'est ce que dit Blaise Pascal, grosso modo, dans son traité. Et après, ça va diverger. Si un tonneau plein d'eau était debout sur l'un de ses fonds, en appliquant un trou fait au fond du dessus, on dit ça y est, on y est, c'est l'expérience du crève-tonneau, et que ce tube soit si menu, alors là par contre là il invente un peu, ce n'est pas possible, que peu de gouttes d'eau suffisent pour le remplir. Bon là il y aura un autre phénomène qui s'appelle le phénomène de capillarité, etc., donc ça ne serait pas possible. Cette petite quantité d'eau serait cause que le fond d'en bas sera d'autant plus de fois chargé. Ça, Pascal le dit aussi, enfin pas comme ça, mais... Et là où ça se gâte, on va dire, c'est à ce paragraphe, on a fait cette expérience depuis quelque temps à l'Académie royale des sciences. On aperçut visiblement les fonds de dessus, alors les fonds, on appelle les fonds du dessus, les deux s'appellent des fonds, se jeter en dehors.
Se jeter, ça veut dire qu'en fait, soit voilà, ils sont partis, ou disons, ils se sont soulevés. Vous voyez, c'est ça qui veut dire. Quoi qu'on ait mis sur celui dessus une quantité de poids très considérable. Alors le mieux, c'est de voir le schéma, si vous voulez, c'est ça. Alors, figurez-vous que j'ai refait ça aussi, mais je ne l'ai pas publié, alors que ça marche très bien, parce que ce n'est pas très visible. J'ai fait avec d'autres étudiants, donc ils ont ramené du plomb, qui faisait du tir, donc ils ont ramené plein de plomb, ils l'ont mis sur le tonneau, on a fait l'expérience. C'est vrai, malgré, en mettant finalement un peu d'eau, on arrive à soulever ce poids très important. Mais ce n'est pas l'expérience du crève-tonneau. C'est une autre expérience, c'est l'expérience de Mariotte. Mariotte va refaire bon nombre d'expériences de Pascal, mais je pense qu'aussi, il a lu la proposition de Blaise Pascal dans le traité que l'on a évoqué, et lui il veut voir si c'est vrai. Quelque part, il invente cette expérience. Donc, c'est l'expérience de Mariotte, dont parle Jean de Hautefeuille. En effet, c'est exactement ce qu'il dit. Et c'est vrai que ça fonctionne. J'étais sceptique au début, je me suis dit le tonneau va fuir avant. Non, non, avant, il va soulever ces masses importantes. Donc ce n'est pas le crève-tonneau, c'est l'expérience de Mariotte. Alors du coup, j'ai continué, je me suis dit, bon, d'où ça vient en fait cette rumeur? Alors le premier texte évoquant précisément l'expérience du crève-tonneau, c'est celui de l'abbé Nollet, donc, qui est un expérimentateur, mais là, on est au siècle d'après, 1743. Moi, ayant fait à plusieurs reprises, et ce n'est pas simple non plus, l'expérience, juste à la lecture du texte, j'ai pu voir qu'il a fait l'expérience, parce que c'est des difficultés que l'on rencontre seulement quand on fait l'expérience. Donc, l'abbé Nollet, il a fait l'expérience. Voilà, il explique qu'il y a certains tonneaux avec qui ça fonctionne ou pas, en fonction de la base qui est plus ou moins large, etc. Il dit qu'il ne faut pas croire que les tonneaux sont si fragiles que ça. Il a tout à fait raison. Mais ce qui m'avait choqué, c'est que l'abbé Nollet ne cite pas Pascal dans ce texte. C'est quand même étrange. Je veux dire, c'est quand même étrange qu'il n'ait pas cité Pascal. Alors, est-ce que ça serait lui le premier qui aurait fait cette expérience sous cette forme du crève-tonneau, je parle? C'est possible. Puisque entre Jean de Hautefeuille, qui reprend l'expérience de Mariotte, et Nollet, il n'y a rien du tout. J'ai vraiment tout consulté, il n'y a rien. Par contre, après l'abbé Nollet, il y a bon nombre de textes qui vont attribuer l'expérience à Blaise Pascal. Il a quand même écrit, si vous voulez, tous les éléments qui permettent de faire l'expérience. Le mythe, pour moi, c'est seulement qu'il n'a pas fait l'expérience. C'est pour ça qu'il n'en parle pas. Voilà, donc après, les flous dans les textes. Donc là, à la lecture, on voit que ces personnes n'ont pas fait l'expérience, évidemment, puisque c'est un peu... on ne sait pas finalement la dimension du tuyau. Des fois, on dit qu'il éclate. On va voir que c'est impossible. Un tonneau étant le dernier rempli d'eau, on fait un trou, etc. On verse de l'eau, celui-ci se brise, et non. Voilà. Donc à chaque fois qu'ils disent où ça se brise, on éclate, brise, et ça c'est repris par des enseignants de physique aujourd'hui. Pour ça, c'était quand même intéressant d'y voir plus clair. Donc là, j'avais fait un petit peu le point, ça ne servait à rien de continuer, puisque dans les manuels scolaires, on reprend, hein, vous savez, même un peu aujourd'hui, ce qu'il y a écrit avant. Du coup, j'ai profité de l'occasion, grâce à Dominique Descottes, au printemps 2012, donc 2 ans après seulement la première expérience, collaboration avec France 3. Donc là, c'était avec Jamie Gourmaud de C'est pas sorcier. On a passé quand même, enfin j'ai passé beaucoup de temps à vrai dire, mais ça a marché, ça a marché. Donc ils m'ont livré des tonneaux de Bourgogne, de Bordeaux, enfin tout ce que je voulais, et on a refait l'expérience. Alors ce qui est important, pourquoi c'est pas si simple que ça? Quand vous greffez le tuyau, il ne s'agit pas qu'ici il y ait une fuite ou de l'air, il faut que ce soit parfait, sinon on va perdre au niveau de la pression. Donc là, à l'époque, on utilisait du mastic, enfin bref, on avait des matériaux différents peut-être de ceux d'aujourd'hui, mais qui marchaient tout aussi bien, où on entourait de cuir peut-être le tuyau, après par compression il était enfoncé. Ça marche, mais il n'y a rien de spectaculaire. C'était regrettable pour eux qui voulaient du spectacle. En fait, on peut pas faire éclater le tonneau. Alors,
C'était ma conclusion à ce moment-là. Bon, ça, ils étaient quand même contents. C'est-à-dire, on met très peu d'eau, finalement, 2 litres, allez, et on voit le tonneau qui fuit. Mais bon, pourquoi il ne peut pas éclater? Eh bien, parce que dès que ça fuit, on perd la pression, on est d'accord? On ne pourra jamais casser du chêne, imaginez, on ne peut jamais casser du bois, vous voyez, si on n'a plus de pression. Donc en fait, le crève-tonneau, oui, mais éclater comme c'est écrit depuis des siècles dans les manuels scolaires, non. D'ailleurs, Pascal est sauf, il n'en parle pas. Donc, mais 2 ans plus tard, je suis contacté par On n'est pas que des cobayes. Et là, c'est pas que j'ai menti, mais on m'a dit, voilà, c'était tentant quand même. On me dit, est-ce que vous pensez que si maintenant on monte à 50 mètres, c'est-à-dire le tube faisait 10 mètres, 50 mètres, il faut savoir que 10 mètres de tube d'eau était égal 1 bar. 50 mètres égale 5 bars. Est-ce que vous pensez que ça peut marcher? Alors, dans ma tête, je me suis dit, mais à ce moment-là, c'est comme si on donnait un coup de masse directement dans le tonneau. Si on libère peut-être directement 5 bars, peut-être qu'il va se passer quelque chose. J'étais pas si loin que ça, comme on va voir. Alors là aussi, je fais beaucoup de recherches. Il ne s'agit pas de tout à changer entre l'époque de Pascal et ici. Les tonneaux ne sont pas les mêmes. Les tonneaux étaient plus légers. Un homme devait pouvoir le transporter. Vous voyez, il faut savoir qu'une barrique vide pèse 50 kg. Donc en fait, le chêne à l'époque avait une épaisseur 2 fois moindre pour avoir une barrique de 25 kg. C'était déjà lourd, mais c'était plus facilement transportable. Donc je leur fais faire un tonneau comme à l'époque. Donc là, c'était bien parce que j'étais vraiment le maître d'œuvre. Donc je leur fais raboter par un tonnelier le chêne pour réduire à 11 mm au lieu de 25. Voilà. Après, je voulais faire moi-même la jonction pour être sûr qu'il n'y avait pas de fuite. Et là, on avait 50 mètres. On ouvre. Et là, eh bien, c'est le crève-tonneau. Mais néanmoins, on a quand même entendu le chêne craquer. Vous voyez ce que je veux dire? Mais dès que l'eau arrive à sortir, comme on l'a dit, on perd la pression. Mais néanmoins, on a déformé le chêne, on a presque fissuré, mais évidemment, on ne fera jamais éclater un tonneau par ce moyen, parce que l'eau va fuir avant. Donc c'est pour ça que cette expérience est un mythe à 2 niveaux. Attribuer ça à Pascal, pourquoi pas? Parce qu'après tout, il a écrit les fondements pour y arriver, mais déjà, il n'a pas fait cette expérience. Et en plus, on ne peut pas faire éclater un tonneau. Par contre, on peut le faire fuir. C'est vrai, on est arrivé à plusieurs reprises. Donc c'était quand même intéressant. Donc c'est pour ça que je dis la vérité n'est pas forcément là où on la soupçonne. Ça, c'est relaté depuis des siècles par les enseignants, mais finalement, c'est faux, pour une partie. Bon, j'accélère un peu parce que je ne sais pas quelle heure il est, mais du coup, j'ai voulu faire une autre expérience. Après, je suis passé à autre chose. Pourquoi? À cause de Kimio Koyonaki. Justement, il y a une autre expérience dans les expériences nouvelles touchant le vide où qu'elle a dit que ça ne pouvait pas marcher. C'est un siphon géant. Siphon géant, comme le nom l'indique, c'est un siphon, tout le monde connaît un siphon, vous voyez, ça a cette forme, mais avec une partie qui est plus longue que l'autre. Vous voyez, donc on peut siphonner un récipient qui est plus haut, etc. Voilà, on l'utilise assez couramment quand même. Et Pascal dit avoir fait un siphon qui monte jusqu'à 15 mètres, un peu comme pour la première expérience. Donc un siphon très très grand. Et toujours est-il dans la même optique, c'est de montrer qu'il est possible de faire du vide au-dessus de ce siphon. Mais on va voir justement ce que dit Pascal. Voilà, j'ai tout cité parce que je ne voyais pas comment citer le texte de Pascal sans tout citer. C'était, mais vous n'êtes pas obligé de tout lire, sinon voilà, j'ai fait un schéma, c'était plus... ça, c'est des indications de Pascal. Donc le siphon, voilà, il a cette forme, il a une jambe, ça s'appelle comme ça, à droite qui est plus courte que celle à gauche, comme on peut le voir, avec donc la jambe de droite du siphon a une longueur de 45 pieds et celle de gauche de 50 pieds. Et de ce fait, il a mis 2 récipients, vous voyez, avec une différence de hauteur de 5 pieds. Pascal, ce qu'il dit, et bien sûr les tubes doivent être enfoncés dans les 2 récipients, sinon ça ne peut pas fonctionner. Pascal, il dit que si la hauteur du siphon dépasse
31 pieds, eh bien, ça ne peut pas fonctionner, contrairement à ce que, comme il écrit, à ce que disent les philosophes, etc., pour la même raison que pour la première expérience, il a montré que 31 pieds équilibrait le poids de l'air. Si on dépasse ça, eh bien, le liquide ne montera pas au-dessus, l'eau plutôt ne se stabilisera pas à une hauteur supérieure à 31 pieds. Donc forcément, il y aura un vide au-dessus, et de ce fait, on ne pourra pas faire un écoulement. Vous voyez. Par contre, il dit que si le siphon est désamorcé, il va se trouver dans cette hauteur, puisque comme on l'a montré, eh bien, il y a quand même 31 pieds dans chaque jambe, 31 pieds d'eau dans chaque jambe. En fait, il faut dissocier les deux. À gauche, c'est la première expérience qu'on a expliquée, et à droite aussi. Donc on a 31 pieds qui équilibrent le poids de l'air dans les récipients. Donc il dit, voilà, ça se stabilise à ce niveau-là, et il ne se passe rien de plus. Par contre, il dit que si on incline, donc on peut imaginer qu'il a attaché le siphon sur des mâts, un système, donc ça aussi, je pense que l'inventeur de la Pascaline est capable de faire ça, un système où avec des cordes, des poutres, enfin, il arrive à incliner le dispositif afin que le sommet se situe en dessous de 31 pieds, et Pascal dit qu'à ce moment-là, on voit le siphon qui se ramorce, il y a l'écoulement, et que si on remonte au-dessus de 31 pieds, tel que c'est là, il désamorce, et ainsi de suite. Kim Yokonagi dit non, ce n'est pas possible, parce que le siphon va toujours se désamorcer tout en haut. Bon, elle dit, bon, voilà, bon, je dis, bah, faisons l'expérience, on va le voir. Du coup, je l'ai faite avec des étudiants, toujours des étudiants dans le coup. Alors déjà, on peut se poser une question, est-ce que c'est aussi une simple expérience de pensée? Je commence toujours par l'étude des textes pour voir un petit peu. Donc, on a un texte. C'est vrai qu'il n'y a pas tellement de textes, mais bon, il faut dire, ça remonte quand même à de témoignages directs. On a néanmoins un témoignage d'un texte, le Discours du vide de Pierre Giffard, qui habitait Rouen également, qui est antérieur de quelques mois à la publication de Pascal, où il parle que Pascal a fait une expérience avec un siphon géant. Je me dis, mais bon, déjà, comment a-t-il pu deviner ça, enfin écrire ça, s'il n'a pas une idée que Pascal a fait cette expérience? Vous voyez, Pascal publie en octobre 1647, Giffard publie en août 1647, et il parle de cette expérience. Donc on peut en déduire que soit il était présent à l'expérience, ou qu'il en a entendu parler, etc., etc. Donc on a quand même ce témoignage qui est quand même important. Sinon, c'est attesté par Pierre Gassendi, par Robert Val, même s'ils n'étaient pas là. Alors est-ce qu'on leur a raconté, etc. Donc il y a quand même quelques éléments qui montrent que les textes vont dans le sens de la réalisation de cette expérience. On n'a pas de témoignage direct, sauf peut-être celui de Giffard, qui est présent à Rouen lors de certaines expériences de Pascal, mais il dit être présent à d'autres expériences. Alors bon, il y a un petit peu un flou quand même. Voilà, donc j'ai mis quand même quelques passages qui montrent qu'en effet, Giffard a assisté à certaines des expériences de Pascal, et surtout en insistant sur le fait qu'il ne pouvait pas s'inspirer de l'ouvrage de Pascal, puisqu'il a écrit le sien avant les expériences nouvelles touchant le vide. Il n'a pas pu deviner que Pascal allait parler d'un siphon de 46 pieds, soit s'il en a parlé, etc. Et voilà, donc c'était reparti en 2017. Je profite que là où je travaille, on venait de fabriquer un bâtiment très bien pour faire l'expérience. Donc ça s'appelle le lieu de vie, qui permet justement d'accéder à tous les étages. Ça monte très haut et on peut monter à voilà, des terrasses ouvertes. Et donc j'ai fait avec toujours les... À vrai dire, le matériau ici importe peu, que le tube soit en verre ou du moment qu'il n'est pas déformable, vous voyez ce que je veux dire. Voilà, le principe, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Et donc, c'est vrai que j'aurais dû prendre finalement un colorant rouge. Ça se rapprocher, peut-être ça aurait été... Bon, j'ai pris un colorant actuel pour qu'on voit quand même. Donc là, le siphon a été... alors, il y a les étapes de l'expérience avant. Voilà, donc là... afin d'éviter, parce que la difficulté des expériences, c'est lors du remplissage des tubes ou du siphon, que de l'air s'incorpore à l'intérieur. Donc il faut trouver un moyen pour y arriver. Alors, bon, je passe les détails, comment j'y suis arrivé pour la première expérience.
bon, sinon je peux le dire, j'ai fait une circulation continue d'eau et de vin dans les tubes, vous voyez. Donc quand ça s'est coulé, j'ai bouché pour être voilà, sûr qu'il n'y avait pas d'eau et de vin. Je n'ai pas bouché, mis l'eau, le vin, sinon j'étais sûr que j'allais intercaler des espaces contenant de l'air. Donc j'ai fait une circulation. Là, j'ai trouvé un autre système. C'est sûr Pascal ne pouvait pas faire ça, mais il a pu faire totalement autrement. Donc voilà, j'ai enroulé ce qui allait fabriquer le siphon pour vérifier qu'il n'y avait pas de bulle d'air à l'intérieur. Et après, on a déroulé pour fabriquer le siphon. Donc voilà, bon là on ne voit pas grand chose, mais sinon le siphon est en place. L'étudiant du haut nous tient c'est là où il y a le siphon. Celui du bas, il essaye de voir si ce que dit Pascal est vérifié ou non. Bon là on ne voit pas non plus grand chose, mais une expérience qui a fait le tour de la Chine depuis. Voilà, moi là c'est moi qui ai fait voilà, je relate un peu ce que j'ai fait et qui montre qu'on retrouve les grandes lignes de ce que dit Pascal. Alors là, ce n'est pas des calculs qu'il a pu faire, mais sinon il a pu faire l'équivalent, puisqu'évidemment la constante G n'était pas connue à son époque. Donc c'est ce qu'on a mesuré, si vous voulez. En effet, comme dit Pascal, lorsque le siphon se situe, le sommet du siphon se situe à une hauteur supérieure de 31 pieds, eh bien, il y a un espace vide qui fait que le siphon ne peut pas fonctionner. Donc on a relevé les différentes hauteurs. À quelque chose près, on retrouve à peu près 10 mètres, en effet, de liquide dans chacune des jambes du siphon. Okay. Pascal dit que si on descend maintenant le sommet du siphon en dessous de 31 pieds, il doit se ramorcer. C'était ça la difficulté. Est-ce qu'il allait réussir à se ramorcer? Alors là, oui, contrairement à ce que disait Kimio Koyanagi, et ça, systématiquement. On y est arrivé parce qu'on a fait beaucoup de reconstitutions. Hein, je veux dire, ça a l'air simple comme ça, mais en fait, c'est pas si simple que ça. On l'a fait plusieurs fois. Et à chaque fois, dès que le sommet du siphon descendait en dessous de 31 pieds, on voyait que le liquide arrivait à passer. Si on le remontait, il se désamorçait, etc., etc. Mais on a vu des choses dont ne parle pas Blaise Pascal. Et c'est ça qui est intéressant également. Donc, comme le précise Pascal, nous avons pu systématiquement réamorcer un siphon lorsque nous baissions l'altitude ou le remontions, etc. Mais contrairement à ce que dit Pascal, le siphon est resté amorcé alors que nous hissions son sommet de plusieurs mètres au-dessus de 10 mètres. Lui, il dit que le siphon doit se désamorcer. On est monté jusqu'à 12,50 mètres, ça fait quand même 2,50 mètres de différence, et on continue à avoir l'écoulement. Et après, ça finit par se tarir au niveau de l'écoulement. Mais c'est quand même intéressant. Pourquoi Pascal n'en parle pas? Là aussi, on voit que ça va être un trait de son caractère, d'après moi, qui est relevé par les expériences. C'est ça qui est intéressant. La reconstitution, néanmoins, a confirmé les points principaux du texte de Blaise Pascal. Donc, en effet, si on est au-dessus de 31 pieds, on voit qu'on a comme un tube de barométrique de chaque côté, mais qu'on peut le réamorcer si on baisse. C'est ce que dit Blaise Pascal. Mais pourquoi Pascal dit que le siphon se désamorce au-dessus de 10 mètres? Pourquoi il ne parle pas qu'il y a une marge Eh bien, d'après moi, il l'a vu. Ce n'est pas possible. Enfin, je veux dire, c'est un phénomène physique. Il l'a vu. Sauf que ça n'allait pas dans le sens de ce qu'il voulait montrer. Vous voyez ce que je veux dire? 10 mètres, 12 mètres 50. Finalement, à un moment, le siphon se désamorce à quelques mètres près. Vous voyez, c'est toujours pareil. En fait, Pascal donne des approximations, en fait. Mais, donc je pense qu'il a vu ce phénomène, mais ça n'allait pas dans le sens de son propos, et ça ne servait à rien non plus de semer le doute dans l'esprit de son lecteur, puisque quand même l'idée est là. L'idée qu'il expose, on a pu la constater, mais il y a des éléments en plus dans une publication scientifique actuelle, on va les mettre, parce que voilà, on met tous les détails, etc. À l'époque de Blaise Pascal, lui, surtout Pascal, c'est un texte littéraire. Ces textes scientifiques, ce sont des textes littéraires. Il est là pour convaincre. Il n'est pas là pour semer le doute dans l'esprit, en fait, de ses lecteurs. Donc c'est quand même intéressant. Ces reconstitutions montrent des choses qu'on ne voit pas forcément, enfin qu'on ne voit pas dans les textes. Donc l'ensemble des éléments expérimentaux historiques semblent attester de cette expérience, là encore, de Blaise Pascal, mais aussi des traits de caractère. En fait, il va mettre en exergue ce qui lui semble essentiel, ce qui va dans le sens de ce qu'il veut montrer. Il va éliminer volontairement, je pense, les détails qui lui semblent superflus et surtout qui peuvent semer le doute chez ses lecteurs. Il est là pour convaincre principalement
sa méthode est relevée justement dans les traités que vous lisez, de l'esprit géométrique et de l'art de persuader. Conclusion générale, après ces 3 expériences, eh bien, on peut voir que les expériences qui ont été critiquées depuis plus d'un siècle, celles des tubes, etc., et du siphon géant, eh bien, elles fonctionnent comme le dit Pascal, aux nuances près évidemment, parce qu'à l'époque, les reconstitutions n'étaient pas assez fidèles. Ce n'est pas simple de faire une reconstitution. Il faut quand même passer beaucoup de temps. Donc on a pu retrouver ce que dit Blaise Pascal. En même temps, ça montre des traits de caractère de Pascal. Hein, il ne ment pas. C'est juste, pour l'alcool, s'il a rajouté de l'alcool, voilà, il va dans le sens de ses opposants. Du coup, il dit, bon, très bien, je rajoute de l'alcool, on va voir ce que ça va donner. Sachant qu'évidemment, ça allait dans son sens à lui. Et les détails, bon, il n'est pas là pour faire un rapport scientifique. Il est là, en effet, pour convaincre ses lecteurs, pour soutenir une thèse, et justement, il ne va pas donner des détails qui pourraient justement prêter à confusion. Et l'expérience du crève-tonneau, évidemment, est un mythe selon moi, mais l'honneur est sauf de Pascal, puisqu'il ne la revendique pas dans les textes. On dit que c'est le crève-tonneau de Pascal, mais en fait, il ne dit pas l'avoir faite. Donc voilà, donc j'ai un peu accéléré sur la fin. Donc, merci de m'avoir invité. Hein, vraiment, je suis très content, franchement, même si vous n'êtes pas nombreux, mais de venir ici sur les terres de Blaise Pascal, parce que j'ai passé beaucoup de temps et franchement, je trouvais que c'était injuste d'attaquer un tel savant. Voilà, je sais qu'il est parmi nous et s'il m'écoute, je suis vraiment aux anges, quoi. Et alors, pour une anecdote, c'est pour la première expérience. Alors là, je ne rentre pas dans ces considérations-là, mais quand j'ai fait l'expérience avec Sous la neige, etc., mon collègue avec qui je travaillais, Pierre Logini, qui a été signataire de la publication, eh bien, c'est les 2 jours, les 2 jours où j'ai fait les reconstitutions de l'expérience de Blaise Pascal. Il m'a dit, Armand, ce sont les 2 seuls jours où il a neigé cette année, cet hiver-là. C'est vrai que ça a fait bizarre, quoi. La prochaine fois, tu me dis, quand tu fais une reconstitution, on sait qu'il va neiger, ce sont les 2 seuls jours. Alors bon, lui, il allait un peu loin là-dessus, est-ce que c'était un paramètre plus important que ça, mais c'était quand même assez épatant. Voilà, écoutez, merci de m'avoir invité.